jingle. C'est bon. Alors, Laurent Via, c'est une petite présentation. Et puis après, on échange. Et puis on échange avec la salle, on échange ensemble, etc. Ok, ça marche très bien. Vas-y, à toi de jouer. Ok. Bon, merci beaucoup d'être si nombreux. Je suis ravi d'être avec vous ici à Mulhouse. Je suis Laurent Buanec, effectivement, directeur général adjoint de Twitter en France. Je suis chez Twitter depuis à peu près 6 ans sur différents postes et sur celui-ci depuis à peu près 1 an. Je vais faire une rapide présentation, une espèce d'overview, de revue générale de ce qu'on est, où on en est, et surtout comment les marques nous activent, avant qu'on puisse discuter. Donc de manière générale, Twitter, c'est tout ce qui se passe dans le monde et dont les gens parlent. Ça, c'est ce qui nous définit, c'est ce qu'on est. C'est ce que vous faites, j'imagine, en tweetant avec le hashtag #IREPDay aujourd'hui. Voilà. Quand les gens parlent, ils parlent de choses qui se passent à la fois dans l'actualité dans le monde, mais à la fois dans l'actualité des marques, à la fois dans tout ce qui peut se passer. Cet été, il y a eu le G7. Donc du coup, le G7, évidemment, a communiqué. Les gens en ont parlé. Ça, c'était le tweet officiel, on va dire. Et puis, comme souvent, en fait, dès qu'il se passe quelque chose, Twitter a tendance à pouvoir en faire un écho à sa façon via ses utilisateurs. Et du coup, ça a inspiré les utilisateurs de Twitter, comme vous voyez, puisque du coup, ils ont repris la photo. Et alors après, choc générationnel. Certains ne savent pas ce que c'est que les hypogloutons, mais... Voilà. Ou celle-ci de notre ami Jean Moundir sur Les villageois se réveillent. Justine, désolé, tu as été tué pendant la nuit. Là, pareil, il faut être amateur d'un certain jeu. Ou encore, cette roulette où il suffisait d'arrêter. Ah Voilà, pour savoir avec qui on allait passer la nuit. Choses qui font peur toujours. Donc le Joker, ça c'est aussi, par exemple, très récemment, une chose dont les utilisateurs de Twitter parlent beaucoup. Quand il y a eu la mise en ligne, en fait, sur un peu partout de la bande-annonce de Joker, en l'espace d'1 heure, il y a eu 1 million de vues sur cette bande-annonce sur Twitter. Il y a eu à peu près de mémoire 500 000 un peu moins de 500 000 sur YouTube. Il y a eu 30 000 sur Instagram. Et en fait, c'est une des forces de Twitter, c'est que ça va très très vite, quoi. Les contenus, quand ils sont comme cela, et qu'ils peuvent générer de la conversation, la chambre d'écho est monumentale, et du coup, ça va très très vite. Voilà. Pourquoi ça va très très vite? Parce qu'il y a certaines plateformes qui sont plutôt sur du look at me, on va dire. Je ne nous oppose pas, on est complémentaires, simplement on est très différents. On parlera probablement tout à l'heure de comment les marques les utilisent. Et il y a encore des marques qui ne comprennent pas bien et qui nous mettent au même niveau. Là, on est sur une production de contenu, une consommation de contenu qui est donc plutôt sur du look at me, alors que Twitter va plutôt être sur du look at this, comme pour par exemple le Joker. C'est ce qui fait que ça crée ces chiffres-là. Pour du coup bien utiliser Twitter, à savoir en tant qu'utilisateur mais également en tant que marque, il faut comprendre comment les gens l'utilisent, quels sont les usages en cours. Voilà un petit film qui explique justement quelles sont nos audiences. Pas de son. Alors avec du son, ce sera encore mieux. Ouais. S'il vous plaît à la régie. Parce que sinon je peux essayer de vous le faire, mais c'est en anglais, c'est pas de la musique, tout ça. Mais... Voilà. Pas de son. On arrive à avoir le son ou pas en régie? Non? Bon, dans les grandes lignes, en gros, ça dit que désolé. Les gens sur Twitter, en fait, sont des gens qui discutent beaucoup de tous les sujets. D'où l'importance de sous-titrer les vidéos sur les réseaux l'importance, sociaux, t'as vu ? notamment par exemple. Exactement. Là, voilà, par exemple. Et ça, il a raison, c'est une best practice. Voilà. Sous-titrer systématiquement les vidéos. On C'est pourrait vrai. dans le métro là par exemple. C'est vrai, exactement. On pourrait pas regarder. Et du coup, on n'écoute pas, et du coup, on peut quand même lire ce qui se passe. Et du coup, vous voyez ce qui est fait, notamment sur Twitter, soit pour des marques, pour des grands mouvements, pour plein de choses ou autres. Ensemble, via toutes ces conversations, en fait, du coup, Twitter, c'est l'endroit où se passent les choses via ces conversations. Alors bon, du coup, ça va être un peu long comme ça, dans le silence. On va passer rapidement. Bref, les gens sur Twitter ont une influence particulière, une réceptivité et produisent des résultats. Ils sont particulièrement influents, plus que la moyenne, et avec une particularité qui est vraiment propre à Twitter. Ce sont des gens, les gens qui tweetent sont des gens qui sont également des gens référents dans la vraie vie, en dehors du numérique, des gens vers qui on s'adresse pour avoir des conseils.
Et ça, c'est une donnée qui est essentielle. La vie ne se limite pas, évidemment, au numérique. C'est également des personnes qui sont très réceptifs aux marques. Donc, c'est des gens qui, pareil, alors, sans rentrer dans le détail, mais Twitter est basé sur un graphe d'intérêt et pas sur un graphe social. Et du coup, c'est une des explications pour lesquelles les gens acceptent beaucoup plus les prises de parole des marques sur cette plateforme. On a le cas de celui-ci. Donc là, normalement, il y a la musique entêtante aussi, mais je pense que vous l'avez toute en tête, de la pub Bouygues Télécom, où, bonne surprise pour Bouygues Télécom, d'un coup, cette pub, elle est devenue très populaire. Les gens l'ont repris, ont tweeté, et du coup, ils ont republié cette publicité en mentionnant justement les tweets de cette marque. C'est quand même à une époque où 77% des gens ont absolument rien à faire. Si une marque disparaît, ça ne les touche pas. 77% quand même, quand on est une marque, on a une publicité, une copie télé somme toute classique, arriver à ce que les gens s'en emparent et en discutent, c'est quand même un joli coup de maître. Bref, l'ensemble produit des résultats, notamment économiques. $1 investi sur Twitter, ça produit 3,36 $ de revenus. Donc c'est efficace. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'intéresser à ce qui se fait et ce que les gens font de Twitter. On peut lancer une nouveauté, on peut s'associer à l'actualité. Ça, c'est 2 axes principaux sur comment prendre la parole sur Twitter en tant que marque. Voilà un cas. Alors là, c'est dommage parce que je crois que celui-ci n'est pas sous-titré. Donc sans le son, ça va être très difficile. C'est un cas d'une start-up française qui s'appelle Back Market, qui, au moment où ils se sont lancés aux États-Unis, a décidé d'utiliser Twitter de façon très 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 maligne, et ça leur a valu notamment de gagner 2 lions au Festival international de la publicité il y a quelques mois. On peut vraiment pas avoir le son au niveau de la régie? Non? Oui, peut-être. Si j'appuie sur le volume, là, non, ça ne marchera pas. Ça monte le volume du Mac? Non, ça marche pas? Toujours pas? Bon, très bien. Désolé. Ok. Pour faire court, en fait, donc eux recyclent notamment des téléphones. Et du coup, leur idée, ça a été d'aller utiliser Twitter parce que Twitter est public, live et conversationnel. C'est finalement la plus grande base de données publiques qui puisse exister, puisque les tweets sont publics, on peut aller regarder, on peut remonter à des années et savoir ce qui a pu être dit, etc. etc. Et du coup, ce qu'ils ont été faire, c'est qu'ils ont été piocher, ils ont été voir des gens très 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 influents, aussi bien Barack Obama que Kylie Jenner, que Jack Dorsey, notre fondateur, etc. Et en fait, ils ont réussi à retrouver des tweets où ils mentionnaient leur désir d'obtenir un nouveau téléphone. Il y a des années, il y a 10 ans de ça, quoi. Et d'un coup, eux, ils ont trouvé ce téléphone qui n'est pas le plus récent, mais qui, de façon recyclée, du coup, peut être utile. Et alors, ils l'auront renvoyé, quoi. Et du coup, ça leur a généré énormément de notoriété et derrière, beaucoup de ventes. Et ils ont réussi leur lancement aux États-Unis grâce à ça. Et donc, les personnes qui étaient sur qui ils cherchaient les tweets n'étaient pas spécialement au courant, enfin, je veux dire, au courant au sens, ils ont cherché des personnalités et ils ont cherché l'adéquation avec un tweet. Exactement. Là, on en voit, ils ont du coup derrière code-tweeté, c'est-à-dire qu'ils reprennent le tweet et ils écrivent dessus en disant tiens, Kylie Jenner, on a trouvé l'iPhone 5 dont tu rêvais il y a quelques années, il est tout reconditionné et on te l'envoie. Et du coup, ils l'ont envoyé. Voilà. Donc, et derrière, du coup, ça a très très bien marché. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, qui est du coup de connecter à quelque chose qui se passe, celui-ci n'a pas de son. Donc voilà, c'est une marque de vêtements en fait de randonnée américaine. Et eux, ça fait quelques années en fait qu'ils ont pris un parti pris assez fort, qui est de se dire pendant Black Friday, moment d'ultra consommation, vu que leur territoire de marque, pour le coup, c'est d'aller dehors, c'est d'aller s'exprimer dans la forêt, la montagne ou autre. En fait, ils ferment cette journée-là spécifiquement. Ils prennent le contre-pied de tout le monde et ils disent non, cette journée-là, justement, on ne devrait pas s'enfermer dans les magasins ou derrière son ordinateur à acheter des produits, donc allons dehors. Et ils ont utilisé cette année une fonctionnalité qu'on a mis en place qui permet en fait de demander aux utilisateurs de simplement liker un tweet. Et dans ces cas-là, vous receviez une notification le jour J pour vous rappeler finalement votre engagement à ce jour-là, aller dehors et puis donner des conseils sur où on pouvait aller se balader, etc. etc. C'était une façon très maligne de connecter avec un moment fort de l'année. Best practice, alors ça peut paraître évident, mais tweeter, s'appuyer sur des hashtags, trouver votre voix, maximiser l'impact, on va dire que c'est déjà les règles d'or à faire, à titre personnel comme en termes de marque, avant d'aller vers des choses un peu plus évoluées. Et pour le coup, tout le monde ne le fait pas systématiquement, mais déjà ça permet d'être sur des bonnes bases et de pouvoir réussir, quoi. Vous pouvez, si vous voulez continuer à apprendre des choses, consulter notre site marketingtwitter.com.
où il y a plein de cas de marque. Vous pouvez également avoir une formation en ligne sur la vidéo sur Twitter, sur TechFlight, également notre compte Twitter marketing.fr. Voilà pour la partie présentation. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent. Alors on va rentrer un peu peut-être dans le détail de certaines choses. Tu parlais des do's et des don'ts, justement, les faire, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, ou les choses qu'il faut éviter. Un exemple de bonne pratique, ou une ou deux exemples de bonnes pratiques, et un ou deux exemples de mauvaises pratiques, autrement dit, des choses qu'il faut éviter, ou qui pourraient être de bonnes idées, mais qui finalement n'en sont pas forcément. La mauvaise idée, pour commencer, c'est simplement d'adapter ces contenus qui sont faits pour d'autres types d'environnement et d'usage, et de se dire que simplement en le distribuant sur Twitter, ça va fonctionner. Donc il y a des contre-exemples, mais avoir une publicité d'1 minute 30 qui en télé peut faire le travail, juste la publier sur Twitter, c'est pas forcément la bonne idée. Voilà. Les bonnes idées, à un moment, c'est pareil, c'est d'arriver à trouver son ton, sa voix, d'engager la conversation. C'est-à-dire que Twitter, le moteur de Twitter, et ce qui permet de générer énormément qu'on l'appelle earned media, viralité, buzz, peu importe, ou autre, c'est un moment, c'est d'avoir un sujet qui va justement solliciter des conversations. Donc être simplement à l'ancienne, être quelque chose de très top-down, simplement avoir un message qu'on va essayer en permanence de répéter à quelqu'un sur Twitter, c'est pas forcément la bonne idée. En revanche, prendre le risque de rentrer dans cette conversation-là, c'est une bonne chose. Alors on va faire un petit jeu. Je pense qu'il y a plein d'idées reçues sur Twitter, même si Twitter est là depuis très longtemps, mais c'est des choses qu'on peut avoir en tête. Alors tu vas me dire... ça marchera jamais. Voilà, la première c'était celle-là, ça marchera jamais. Ou bien, les jeunes, ils sont sur Instagram, ils sont plus sur Facebook, ni sur Twitter, ni ailleurs, ils sont peut-être sur TikTok. Comment ça se passe? Il y a des jeunes sur Twitter? Du coup oui, ils sont bien représentés. Ils sont pour la plupart très très drôles. Ils sont en fait la genèse de Twitter en France en termes d'audience, elle est un peu différente d'autres pays. Très rapidement aux États-Unis par exemple, ça a touché l'ensemble de la population. Donc Twitter aux États-Unis s'est développé avec l'ensemble de la population parce que les premiers moteur, on va dire, sur Twitter, ça a été beaucoup le sport et l'entertainment aux États-Unis, et ça touche tout le monde. Et du coup, très rapidement, l'ensemble des typologies d'audience étaient représentées sur Twitter aux États-Unis. En France, c'est vrai qu'au moment où du coup, ça s'est lancé un petit peu plus en décalage, on va dire, où ça a gagné de la popularité, ça a été vraiment pris d'assaut beaucoup par les leaders d'opinion que sont les journalistes, les politiques ou autres, donnant une perception un peu élitiste au départ. Et avec ce sentiment parfois que du coup ça reste ce côté très leader d'opinion, ce qui est une bonne chose aussi. La bonne nouvelle c'est que les leaders d'opinion sont toujours là, mais qu'en revanche ils sont un peu plus noyés dans la masse parce que les autres populations en fait nous ont rejoints. Donc la seule classe de population sur laquelle on ne surpondère pas par rapport au reste de l'internet, c'est je crois les plus de 55 ans ou un truc comme ça. Mais sur notamment les jeunes, vous dire qu'on est le réseau le plus utilisé, tout réseau confondu, non, évidemment pas. Mais par rapport à l'ensemble de l'Internet français, on surpondère sur notamment les 18, 24, tous ces trucs-là. Alors justement, tu le disais il y a quelques instants, il y a que des journalistes ou des politiques sur Twitter. C'est ce qu'on entend dire des fois. Ouais. Et d'ailleurs, on voit bien les journaux, très souvent, les journalistes ou les journaux utilisent des tweets pour la phrase politique. Ouais. La phrase qui avant passait par l'AFP, maintenant, elle est d'abord tweetée et puis elle est mise dans les journaux. Ce qui donne peut-être cette impression qu'il n'y a que des journalistes ou des politiques, voire même qu'un milieu parisiano-parisien. Oui, alors pareil, c'est une perception qu'on peut avoir, mais pour le coup, non. Les médias continuent à utiliser beaucoup Twitter. L'AFP l'utilise aussi de façon très très bonne. Pour le coup, la plateforme elle est ouverte. Ils en prennent leur parti, ils comprennent l'intérêt de pouvoir l'utiliser. Ça ne se limite pas maintenant. Comme je le disais, tout ce qui se passe dans le monde et d'abord arrive sur Twitter, on en discute sur Twitter. Donc c'est forcément une place de choix pour eux en termes de news. Mais en revanche, la capacité à analyser, etc., évidemment, eux peuvent utiliser Twitter également à ces fins-là, mais c'est évidemment aussi sur leur propre domaine qu'ils vont avoir le temps de pouvoir exprimer, analyser, chercher, etc. Il y a plusieurs temps. Les choses peuvent aller très vite sur Twitter. Il faut aussi parfois avoir le temps de réfléchir et de nouveau pouvoir l'exprimer sur Twitter ou sur des sites.
Alors justement, il y a aussi des marques qui utilisent pas mal Twitter comme relation client. Mais très souvent, moi, ce que j'entends dire, c'est ah ouais, bah, sur Twitter, il y a des râleurs. Ou on va s'en prendre plein la figure. Comment rassurer une marque? Comment lui expliquer que non, pas forcément, ou oui, peut-être, je ne sais pas. C'est un vrai sujet, très intéressant. On va pas avoir assez de temps, je pense, pour plonger là-dedans, surtout que je sais que c'est un sujet que tu apprécies particulièrement aussi, et moi également. Mais c'est un vrai sujet. Il y a deux choses. Il y a le fait que tout le monde râle sur Twitter, etc. Ça, c'est faux. Ça, c'est une vue de l'esprit. Il y a plein d'études qui sortent et qui disent, la plupart du rapport des gens aux marques, une fois de plus sur Twitter, il est majoritairement neutre. C'est-à-dire qu'en gros, on fiche. Il est globalement assez positif. Et parfois, effectivement, il s'exprime de façon un peu plus agressive ou en mode plainte. Et là, derrière, c'est souvent cette partie qui est la plus visible et qu'on entend le plus, en fait. C'est pas la plus importante, mais c'est celle qui fait le plus de bruit. Et pour une marque, c'est évidemment celle qu'elle va regarder en priorité, sans forcément. Alors que sur le volume, c'est pas forcément ce qui ressort le nombre de fois, sans forcément citer, parce que c'est des choses assez confidentielles, mais en relation avec une grande marque internationale qui était justement frileuse à aller sur Twitter et en fait était persuadée qu'à partir du moment où ils ouvriraient un compte ou autre, ils allaient se faire massacrer. Déjà, petite chose, qu'on ait un compte ou pas, les gens parlent de votre marque, donc autant être présent et pouvoir interagir et avoir droit de citer dans cette conversation. Et deuxième chose, ils avaient sous-estimé, et on leur a montré à travers des conversations, l'amour que générait pour le coup cette marque-là aussi. C'est-à-dire qu'ils ont des ambassadeurs de marque absolument dingues, et ça a de la valeur. Et c'est ça qu'il faut travailler aussi, quoi. Donc il ne faut pas uniquement regarder par la petite loupe ce qui va mal uniquement. Et enfin, vous en parliez tout à l'heure, ça nécessite du coup d'être adressé. Parce que à la fois le risque mais la force de Twitter, c'est que c'est public. Parce que c'est public, c'est référencé. Et Google aime bien référencer Twitter. Vous faites une recherche, dans les premiers résultats de recherche, vous allez avoir Twitter. Vous allez avoir des tweets. Vous allez avoir maintenant, il y a même un carrousel avec les tweets, si je regardais là à l'instant, si je tape Irepday, deuxième résultat, vous avez un carrousel avec des tweets. Voilà, enfin, c'est quand même important. Donc, pareil, le côté de la politique de l'autruche, de se dire, ah ouais, mais alors sur Twitter, les gens vont se plaindre. Autant vous essayez de montrer justement comment vous pouvez répondre, parce que là aussi, il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, plusieurs chemins possibles. Le pire, c'est de ne pas répondre. Si déjà vous faites l'effort de répondre, sans même résoudre le problème, d'ores et déjà, la prise en considération d'un problème sur Twitter par une marque, déjà soulage énormément. Vous avez fait plus de la moitié du chemin, en fait. Et si jamais vous arrivez à résoudre le problème, vous venez pour souvent de transformer quelqu'un qui n'était pas content en un ambassadeur de marque. J'ai une dernière question pour toi, puis on va prendre des questions de la salle et puis de Nicolas. Les tendances. Actuellement, est-ce qu'il y a des tendances au niveau des marques sur les usages de Twitter? Ouais, une grosse tendance que nous, alors on voit, mais également dans les discussions et dans les sollicitations qu'on a de la part de nos amis annonceurs, marques, c'est évidemment la montée vraiment forte de ce qu'on appelle le purpose, donc tout ce qui est raison d'être de l'entreprise. Je crois que tu avais un slide d'ailleurs, je crois, d'Orange, donc si on peut revenir sur les slides 2 secondes de la présentation de Laurent, ça on verra à quoi ça ressemble. Mais ça ouais. Alors c'est évidemment pas nouveau, hein. Les politiques RSE des entreprises, elles existent depuis longtemps, mais ça monte de façon exponentielle l'engagement des marques et du coup l'utilisation de Twitter à ces fins-là. C'est-à-dire que et alors là c'est vrai, on a pareil des études tierces qui montrent que en gros 61% des utilisateurs sur Twitter disent privilégier des marques dont ils partagent les valeurs versus 44% du reste des internautes français. Le gap, il est énorme. C'est-à-dire que les gens sur Twitter sont particulièrement sensibles en fait, au sujet lié justement à l'engagement des marques. Et du coup, si on va à la fin, voilà. Alors, on a Emmanuel Faber, président de Danone, qui est très engagé sur Twitter, qui engage sa marque autour de ça. Mais là aussi, il aurait fallu avoir du son. Et Orange qui est une des marques qui utilise le mieux Twitter. Stéphane Richard, qui est le CEO donc le PDG le plus puissant sur Twitter en France, qui récemment a utilisé Twitter pour demander en fait à ses employés quelle devait être la raison d'être d'Orange. Il a posté ce tweet avec ce petit post-it et du coup derrière plein de si on peut passer la slide, derrière il y a eu plein de tweets d'employés d'Orange dans plein de pays qui sont allés de leur proposition justement quelle devait être cette raison d'être d'Orange. Ça, c'est vraiment un phénomène de fond, une vraie tendance de fond qu'on voit sur Twitter. Derrière, il a fait le petit récap. Et du coup, c'est vraiment tout récent. Donc, à suivre, ils vont mettre en place, j'imagine, des choses autour de ça, quoi.
Ils vont en mettre, effectivement. Alors, on va peut-être prendre des questions dans la salle, ou Nicolas déjà. J'en ai deux. Tu en as deux, très bien, vas-y. Tu es gourmand. La première, c'est qu'il y a un certain antagonisme finalement entre Facebook et vous sur la question des données. D'une part, Facebook a toutes les informations sur les utilisateurs et n'en a aucune pour les contenus. Et vous avez toutes ces informations sur les contenus, et ce qui fait que finalement il y a du social listening qui est très basé sur Twitter, mais très peu sur les individus. Simple exemple en termes de métadonnées sur l'âge d'un utilisateur, à part ceux qui ont choisi eux-mêmes de mettre leur anniversaire pour avoir un petit ballon qui tombe, vous ne l'avez pas. Alors, est-ce que Twitter, et dans son évolution marketing, est sur la donnée du contenu ou sur la donnée de l'utilisateur pour de la publicité ? Clairement sur la donnée du contenu. Sans rentrer dans des choses trop techniques, mais les ciblages, par exemple des campagnes publicitaires, les ciblages peuvent se faire par mots-clés, par exemple, et pouvoir joindre des conversations et intégrer ces contenus au sein de conversations. Ça se fait beaucoup lors d'émissions télé, ce genre de choses. Mais c'est clairement, nous, c'est notre parti pris. Une fois de plus, on est bâti sur un graphe d'intérêt. Et pour avoir travaillé, moi, il y a quelques années de ça, côté agence, j'ai toujours été sidéré dans l'espèce de diktat justement du classique socio-démo, etc., etc., à une époque où ça ne veut plus vraiment dire en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, si je suis une marque, si je veux vendre mon produit, certes, il peut y avoir des tendances sur quand même des classes d'âge ou ce genre de choses. Mais en fait, derrière, peu importe, quoi. Si mon produit peut servir à personne, je vais pas. Il y a moyen aujourd'hui d'aller plus loin que ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans où il y avait que la télé, quoi. Et on se prive souvent de ça. Donc en agence média, par exemple, il y a des départements entiers qui sont incroyablement doués en consumer insight, en recherche, qui arrivent à déterminer, à faire des fameuses personas et tout. Genre, donc Mathilde à tel âge, mais avant tout, surtout, elle aime ça, elle s'exprime de telle façon, pour elle l'avenir c'est ça, etc., etc. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui intéresse les marques. Puis après, quand on dit, bon, on va essayer de toucher Mathilde, on dit, bon, alors Mathilde, c'est ménagère de moins de 50 ans, etc., etc. C'est dommage parce qu'en fait, justement, via le contenu, Mathilde, on peut la retrouver sur Twitter parce qu'elle a tweeté justement qu'elle avait envie de ceci, qu'elle avait envie de cela, etc., etc. Donc il y a une vraie force là-dedans et du coup, nous, ça nous va bien. Justement, peut-être pour nous montrer, n'enlevez pas encore complètement les slides, je crois qu'il y avait un graphe qui montrait la différence entre Twitter et Instagram en revanche. C'était. Ouais, alors c'est Instagram, mais c'est pas contre Instagram, hein, mais c'est un un exemple. C'est justement pour aller dans le sens de la question de Nicolas sur le traitement. Tu as raison. Hop, ça c'est des exemples d'influenceurs. Alors, en fait, c'est pour dire que pareil là, les modèles sont très différents. Ils ont chacun leurs vertus, hein, mais il y a d'autres plateformes, exemple Instagram, mais c'est pas les seuls, où on est vraiment sur un modèle d'exposition basé sur du reach. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de puissance instantanée qui est très forte, mais le message concrètement, il va être exposé. Et en fait, on est sur un modèle plus comme du TF1. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur quelque chose d'assez massif, de percutant, boum, on a envoyé quelque chose. La vraie influence, pour nous, pour moi en tout cas, elle est plutôt sur un modèle comme Twitter, où on a un modèle d'influence qui est basé sur les conversations. Or pareil, qu'on l'appelle comme on veut, bouche à oreille, viralité, etc., ça, à chaque fois, le point commun, c'est quand même la conversation. La conversation, elle est sur Twitter. Et c'est pour ça qu'on voit régulièrement, et ça, c'est un peu mon credo en ce moment, c'est de ne pas confondre popularité et influence. C'est pas la même chose. Donc, il y a plein de gens qui ont des millions de followers, d'abonnés autres, peu importe, hein, que ce soit sur Twitter, Instagram ou autre, etc. Certains peuvent être influents, certains d'autres ne le sont pas. Certes, ils ont une capacité parfois à exposer qui est très forte, mais derrière, ils ne changent pas les lignes. En revanche, tous les jours, on voit des comptes sur Twitter. Il y a quelques jours, il y a une personne, un garçon aux États-Unis, il a 500 followers. C'est pas grand-chose. 500 followers, et il a exposé ses messages à des millions de personnes. Ça a été retweeté 15 000 fois et liké 45 000, je crois, de mémoire. Il a juste fait un thread avec donné son avis sur des baumes à lèvres. Et d'un coup, le truc est parti complètement, a été partagé partout. Et ça, c'est la puissance du tweet, quoi. C'est via justement ces modèles-là. Donc la viralité et le sujet de conversation versus le fait de dire il a X millions de followers, d'abonnés. Ça fait pas tout. Ça peut aider en temps. Ça peut aider, mais ça fait pas tout. Tu avais une deuxième question, Nicolas. La deuxième question, c'est est-ce que Twitter, c'est un média qu'on consulte ou c'est un réseau social où on interroge avec ses potes? Alors ça sera une voie tierce qui serait, on est une plateforme où les médias peuvent s'exprimer. On n'est pas un média à proprement parler. C'était quoi la deuxième proposition, pardon? Ou un réseau social, en fait. Un réseau social. Ouais. Alors, on est souvent assimilé à un réseau social, ce que je comprends tout à fait, hein, et on nous catégorise là-dedans. Il y a 2 ans de ça, où c'est le moment où justement on a de nouveau fait beaucoup de croissance sur nos utilisateurs, sur les revenus, on est devenu rentable, etc. C'est passé par plein de choix, notamment un qui a été de nous demander en fait à sortir de la catégorie réseaux sociaux des App Store et à être mis dans la catégorie news.
Pas dans la catégorie, dans la catégorie news, c'est la petite nuance. Parce qu'effectivement, les individus comme les médias nous utilisent plus sur la notion d'actualité, en fait. Donc on est, ce qui est à la fois la force, mais aussi parfois le risque, parce que c'est notre travail tous les jours dans les équipes Twitter de bien faire comprendre qui on est et ce qu'on est. Et ce qui est parfois complexe, c'est qu'on est un peu une troisième voie, quoi. Oui, parce que quand tu parles de conversation, la conversation de fait, c'est ce qui est le moteur d'un réseau social. Exactement. En fait, on a une brique sociale qui est très forte. Mais ce n'est pas ce qui nous constitue en premier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant Twitter? Oui, là-haut. Bonjour, oui. Donc, je suis Noémie Coppolet Bonjour. de l'Eurométropole de Strasbourg. En fait, j'ai rencontré l'année dernière des chercheurs de l'UNISTRA à Strasbourg qui travaillent sur la fouille de données de Twitter. Et ils m'expliquaient qu'en fait, à partir de 2000 tweets, il fallait payer pour avoir un dataset. Et je voulais savoir, est-ce que vous comptez développer un service payant ou gratuit? Pour le moment, il est payant, mais est-ce que vous avez déjà beaucoup de sollicitations en France? Et est-ce que c'est un nouveau service que vous proposez? C'était à quelle époque, ça? L'année dernière. Parce que, en fait, on a changé un peu la façon dont on travaille sur cette partie-là. En fait, il y a toute une partie du Firehouse qui est totalement publique. Et alors, en fonction des requêtes, on peut aller beaucoup plus loin que ça, vraiment beaucoup plus loin que ça, de façon gratuite. Donc, ça m'étonne que c'est stoppé à 2000, mais c'est que je pense qu'il devait y avoir un paramétrage de requêtes qui était particulier. Donc il y a déjà suffisamment de quoi faire, on va dire, en gratuit. Et après, effectivement, on part sur d'autres modèles, ceux-là qui sont payants, et c'est quand on est sur d'autres types de traitement data, et c'est ce que notamment utilisent tous les services type Brandwatch, Salesforce, ce genre de choses, où là on parle de millions et millions de données. Voilà, où là c'est l'interrogation de ce qu'on appelle l'API, qui permet en fait d'interroger la base de données. Exactement. Et du là, coup, voilà. Mais il y a à disposition, notamment sur notre site, notre blog, on peut aller sur la partie développeur, et il y a les différents moyens d'utiliser justement cette data, et avec différents types de prix. Et en fait, il y a quelques années de ça, on était soit gratuit, soit d'un coup, c'était quand même des coûts, parce qu'il y a des coûts de structure qui sont très élevés pour, par exemple, Salesforce, ce genre de choses. Et l'idée a été justement de pouvoir en fait paramétrer et avoir différents niveaux d'entrée en fonction des besoins, quoi, et de pouvoir brimer personne. Est-ce qu'il y a une autre question pour Twitter sur la relation de marque, autre? Bruno, le micro arrive. Je trouve intéressant dans une des slides que tu as montré sur les exemples de gens qui arrivent à créer de la visibilité, tu as marqué budget média 0 €. Or, il y a un business model derrière. Facebook ne fait pas ça. Il y avait le cas d'Europa Park tout à l'heure qui disait heureusement qu'on a une audience engagée et ça ne nous a pas coûté d'argent, mais ce n'est pas la première caractéristique qu'on peut attendre sur Facebook. Mais comment vous évoluez dans votre business model? Parce que je trouve ça intéressant de mettre en avant que justement vous avez envie de ces opérations-là, quoi. Alors, en fait, le cas, c'est BETC, qui est l'agence qui a fait ça, qui a mis en avant ça. C'est pas nous. D'accord. Mais ça, c'est pour le petit truc. Après, j'ai été le premier à saluer dès qu'elle est sortie sur Twitter, la campagne que je trouvais très maligne. Et l'idée étant, le temps étant court, de dire, OK, quels sont des types de bonnes pratiques. Et pour illustrer un lancement, celle-ci me semble en être une bonne. Elle est tellement bonne qu'elle arrive effectivement sans médias à tirer son épingle du jeu. Après ça, c'est un peu le Graal. Et il y a beaucoup de marques qui rêvent de ça. Sur la ligne de départ, elles sont nombreuses. Est-ce que ce n'est pas un peu devenu une sorte d'image d'Épinal, le truc super, on a fait un buzz c'est génial pour 0 € de médias? J'ai l'impression de voir ça depuis 10 ans dans les campagnes d'agence. Surtout dans les cases, parce qu'une fois de plus, ça c'est le cas vidéo qui leur a permis de gagner un lion à Cannes. Oui, voilà. Et en fait, systématiquement, ils essaient de mettre ça en avant pour montrer la puissance de leur idée qui leur a permis de ne pas mettre de médias derrière. Donc c'est un peu le jeu, je suis d'accord avec toi, c'est la façon dont ils fonctionnent. Pour de vrai, beaucoup de marques sur la ligne de départ, très peu qui arrivent à avoir ce type de performance en mettant 0 média. L'idée, c'est quand même à un moment de pouvoir émerger. Il y a des centaines de millions de conversations tous les jours sur Twitter. Il faut, pour pouvoir émerger, il y a un moment où quand même, il faut ou avoir un contenu incroyablement fou. Ça a été le cas avec Nike, avec un seul tweet au départ, et qui arrive à lancer. Voilà, on est d'accord quand même de dire mais pour le reste, il faut pouvoir quand même mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, pour pouvoir, voilà, si après le contenu est suffisamment bon, il fera son chemin, mais il faut déjà, le média va permettre de sortir la tête de l'eau, et aussi pour ceux qui n'ont pas un contenu absolument dingue,
voilà, ça permet au moins de pouvoir l'exposer. Une dernière question de la salle, profitez-en. Si vous avez une entreprise, si vous avez des questions autour de la relation client, de la e-réputation, c'est le moment ou jamais, là, quand même, franchement, sur Twitter. Oui, juste derrière. Bruno a rendu le micro. Ce sera la dernière question qu'on prendra. Merci. En fait, je voulais vous demander par rapport aux messages privés sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, il me semble, les utiliser, mais j'ai aucune idée en fait de combien du flux de messages sur Twitter ça représente. Et s'il y a des API en fait pour accéder à des statistiques en fait sur des mots-clés qui seraient utilisés dans ces messages privés ou si c'est tout à fait confidentiel. Exactement. Ouais, d'accord. C'est avant tout pour les utilisateurs confidentiels. C'est-à-dire qu'ils sont sur un espace, effectivement, les direct messages, les fameux DM, on est en privé et du coup, pour le coup, nous, on regarde pas là-dedans. Si je suis une marque qui, par exemple, monitore mes échanges privés avec un client. En revanche, exactement. Ouais. Le DM est beaucoup utilisé, notamment sur la partie relation client, avec, alors c'est pas vraiment des bots, mais des systèmes, comment dire, de decision tree, d'arbre de décision, merci. C'est une petite Vandame là. D'arbre de décision et tout. Et du coup, dans ces cas-là, évidemment, là, via l'API, la DM API, la marque qui implémente ça, du coup, peut récupérer évidemment les infos qu'elle met en place, quoi. Enfin, le système qu'elle met en place. Maintenant, on n'a pas d'informations générales sur. Mais si je suis une marque qui a des échanges particuliers par message privé avec ses clients, ce qui arrive régulièrement, je prends l'exemple d'Orange par exemple, si j'ai envie de faire des stats sur en gros ce qui revient régulièrement ce mois-ci dans les messages privés, parce que ça peut me permettre de me rendre compte qu'il y a une thématique régulière qui revient, je peux le faire alors, si j'ai un bon outil mais ce ne sera pas un outil Twitter. Oui, non, dans ces cas-là, c'est l'outil du tiers qui vient se plugger qui vient s'intégrer sur la messagerie et qui, elle, peut peut-être remonter effectivement certaines stats selon comment elle est développée. D'accord, très bien. Tant qu'elle respecte nos guidelines. Parfait. D'accord, merci beaucoup. Parfait, eh bien, je crois qu'on a fait le tour largement. Merci beaucoup, merci Laurent. Merci à toutes et à tous.